La semaine dernière, nous vous proposions une émission Super Friends où il faisait bon de parler de cow-boy, de Far West et de Mutafukaz. Quelques jours plus tard, nous vous proposons de vous emmener dans un nouvel univers où là, si vous êtes amateur de robots et de Japon féodal, vous serez en terre conquise. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Bienvenue. Voilà, c'est des intros qui sont suaves, qui sont détentes, puisque le Super Friends, voilà, on accueille des artistes, des personnalités qui font vivre la pop culture par leur travail. Et on est très très content aujourd'hui d'accueillir l'auteur de Yojimbot, qui s'appelle Sylvain Repos. Sylvain, bienvenue à toi. Bonjour Arnaud. Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est moi qui suis honoré d'être ici. Fidèle auditeur et lecteur de Comics Blog et maintenant de First Print. C'est vrai que tu as ce passif et te voilà de l'autre côté maintenant, puisque tu viens, c'est de toi qu'on va parler aujourd'hui. Bien entendu, le but ce n'est pas de parler de First Print ou de Comics Blog. Et pourquoi pas ? Eh bien écoute, si tu veux, on échange les micros et puis on va faire un Super Friend sur moi-même. Et non, Sylvain, tu as sorti donc un premier album, c'est ta première bande dessinée, ça s'appelle Yojimbot, c'est sorti chez Dargo. Et donc aujourd'hui, on est là avec toi pour en parler. Alors, on va être tout à fait transparent, bien sûr, dans le cadre de ce podcast, puisque la transparence, c'est ce qui nous caractérise avec l'humour. On a déjà en fait enregistré un premier Super Friends ensemble, Sylvain. Donc là, mais le problème, c'est que voilà, il y a eu un horrible souci technique, une sorte de malédiction, un coup du sort qui a fait que nous réenregistrons cette émission. Alors, ça ne change rien pour vous qui nous écoutez, mais voilà, il y a peut-être des blagues qui vont disparaître et d'autres qui vont se rajouter. Il y a peut-être des questions, voilà, sur lesquelles on va pouvoir plus nous étendre ou pas. Puis quelque part, on est un peu plus en confiance, donc c'est cool quand même, parce que la première fois, tu étais très stressé, on va le dire. Tu voulais que je te tienne la main pendant le podcast, voilà, parce que tu te sentais un petit peu perdu, mais voilà, aujourd'hui, tu es un homme accompli, un petit peu, j'ai envie de dire, tu as pris ton indépendance comme le héros de ton album. C'est ça. Mais justement, Sylvain, avant de démarrer et de parler de Yojimbot, la présentation, forcément, la question relou que l'on pose à chaque fois que quelqu'un débarque dans First Print, parce que c'est ta première participation. Donc, qui es-tu, Sylvain ? Je m'appelle toujours Sylvain Repos. Ouais, ça c'est. J'ai toujours 31 ans. Moi, je vais pas continuer comme ça, mais. Non, et je suis auteur-illustrateur chez Dargo sur l'album Yojimbot, qui est ma première BD, ma première publication du 9e art. Et j'étais anciennement étudiant en art de l'image et du vivant, et j'ai eu un parcours scolaire tout à fait atypique, mais que je développerai suivant les questions. Ah, mais tu vas le développer maintenant tout de suite, parce que là j'en profite, je rebondis, et parle-nous de ton parcours un peu atypique, parce qu'on sait, en tout cas moi je le sais d'avance forcément, c'est un peu le petit jeu de ce podcast réenregistré, mais je sais que ce parcours atypique a un lien direct aussi avec l'univers que tu développes dans ta bande dessinée. Donc pourquoi est-ce que tu parles d'atypisme comme ça ? Parce qu'avant de faire des études d'art, j'ai fait des études pour devenir tourneur-fraiseur. Voilà, où j'ai appris à faire du dessin industriel. J'ai beaucoup dessiné des pièces, des vis, des choses comme ça, de manière très scolaire. Et je réutilise pas mal de ces connaissances dans ma BD et dans la façon dont je dessine les robots et toutes ces pièces mécaniques. Du coup, j'ai pas fait ça pour rien. Voilà, non, ça c'est bien, ça t'a bien servi. Tourneur-fraiseur, c'est quoi exactement ? Parce que moi, c'est opérateur sur des machines-outils qui permettent d'usiner des pièces. On met un bloc de métal ou d'aluminium et il en sort une vis. D'accord. Du coup, on doit réfléchir à comment usiner une pièce, faire la programmation de la machine et ensuite de faire ça en série. Quand tu dis usiner une pièce, c'est-à-dire savoir comment elle va s'intercaler dans un ensemble ? Non, usiner une pièce, c'est vraiment on met un bloc de métal brut. Ouais. Et ensuite, un outil vient travailler la pièce pour sortir une vis, un cube. D'accord, ok.
Vraiment dans la fabrication. Mais donc, tu faisais aussi des dessins par rapport à ça. Et alors, est-ce qu'il y a eu un switch à un moment où tu as décidé d'arrêter de faire ça justement pour faire des études d'art? Parce qu'il y avait déjà une partie de dessin qui était présente dedans. Mais alors, est-ce que tu as un rapport particulier au dessin? Tu dessinais déjà depuis plus Oui, jeune? oui, non, j'ai plus ou moins raté ma scolarité parce que je dessinais, je dessinais tout le temps. Ensuite, j'ai fini en bac pro et après le bac pro, j'ai réussi à dériver vers des études d'art en université, mais où je retranscrivais, enfin, je réutilisais plus ou moins tout ce que j'avais appris en bac pro. Donc, l'un dans l'autre, tout s'est bien passé. Qu'est-ce qui t'est venu? Comment un peu l'idée de Yojimbot s'est formée à toi? Eh ben, ça a commencé parce que je voulais impressionner ma chérie et j'ai dessiné des robots très compliqués parce que c'est ce que je savais faire le mieux et je voulais les faire, les faire sans crayonner, sans rien. Et du coup, au bout d'un moment, comme je voulais continuer de l'impressionner, j'en ai accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Combien? Oh, au moins une dizaine. Au moins une dizaine qui sont devenus plus ou moins mes personnages principaux. Et à force d'en accumuler, je commençais à me faire des petites scénettes dans ma tête qui mettaient en scène ces robots. Et à force de faire des scénettes, j'ai une grande histoire qui s'est mise en place et un fil rouge. Et à un moment, comme ma chérie faisait de la BD aussi, je me suis D'accord. dit pourquoi pas moi. Et j'ai tenté, j'ai fait un dossier d'édition et je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Et certaines m'ont répondu, dont les éditions d'Argo. C'est intéressant ça, puisque il y a peut-être des jeunes auteurs ou aspirants auteurs ou autrices qui nous écoutent. Comment est-ce qu'on fait un dossier d'édition? Bah c'est pas très compliqué, c'est très structuré. Il faut présenter l'histoire, les grandes lignes, faire un joli synopsis ou une prémisse, présenter les personnages, l'univers et surtout faire 5 ou 6 pages définitives avec vraiment la qualité définitive de l'album. Ouais. Alors, dans ton projet, on parle de robots, bien entendu. À quel moment tes robots ont cessé d'être juste des croquis pour devenir aussi des personnages et comment aussi, j'ai envie de dire, tu t'occupais de faire le design? Quelles étaient tes inspirations un petit peu? Est-ce que ça venait vraiment tout seul dans ta tête? J'imagine que tu as regardé des films, joué à des jeux, lu d'autres bandes dessinées. Qu'est-ce qui fait un peu comment on bâtit ces personnages-là? Bah, moi, j'ai toujours eu une façon de dessiner des robots de manière un peu squelettique, en fait. Il y a vraiment que la tête qui est robotique et tout le reste du corps, on a l'impression que c'est vraiment un squelette à nu sur lequel j'ai juste mis des vêtements pour faire des beaux drapés. Mais la principale inspiration, on va dire que c'est Star Wars, avec ce robot IG-89, Mhm. qui est un chasseur de primes dans l'univers, mais qui est très simple et qui a rien dans... Il est anthropomorphique dans le sens où il a 2 bras, 2 jambes, mais il n'a pas de visage, c'est juste une sorte de gros cylindre avec des yeux lumineux qui en ressortent. Il est pas esthétique du tout, il est tout rouillé, tout dégueu. Et moi, j'étais vraiment tombé amoureux de ce personnage-là. Et ensuite, pour le côté samouraï, je me suis pas mal inspiré de Genndy Tartakovsky, qui a fait Samurai Jack. Mhm. Je me suis aussi. Je suis un enfant des années 80, du coup, enfin des 90 plutôt. Et du coup, j'ai beaucoup lu de manga, vraiment, depuis que je suis minot, comme on dit. Et vraiment, je lis beaucoup de Bleach, beaucoup de vagabonds, beaucoup de samouraïs en tenue traditionnelle. Et pour moi, c'est vraiment. C'est vraiment une imagerie que j'avais absolument envie de restituer. Parce que j'aime ça, ça fait des belles silhouettes, des samouraïs en kimono ou en armure. Et c'est vraiment quelque chose qui est très agréable à dessiner. Comment tu l'expliques? C'est une question de feeling, ouais, c'est une question de trait. Oui, en fait le kimono a cette particularité, c'est que ça permet de faire des grandes lignes, que ça aille de l'épaule jusqu'à la fin du kimono. En fait, on peut faire des pleins et des déliés au niveau du tracé, on peut vraiment s'amuser. Pendant un combat ou un mouvement, vraiment, il y a tout le kimono qui part d'un côté et c'est vraiment hyper agréable de dessiner ça. Vraiment. Oui. Oui, non, d'accord. Mais t'as plusieurs personnages dedans, donc qui ont ce design un peu anthropomorphique, mais t'auras aussi d'autres robots où il y a un aspect plus de vraies machines, on va dire, ou même qui ressemblent un petit peu à des créatures que l'on connaît. Là-dessus, quelle est la part un petit peu, si tu veux, l'équilibre entre voilà, c'est le design anthropomorphique et les choses un peu plus machines.
Et aussi du fait qu'au final, ce qui ressemble pas à un être humain devient un petit peu systématiquement quelque chose de méchant. Alors le fait que je dissocie deux formes de robots dans ma BD, il y a des robots qui étaient là pour la gestion du parc, parce que ça se passe dans un parc d'attractions. Ouais. Et en fait, ceux qui seront amenés à côtoyer des humains sont anthropomorphiques et ont deux bras, deux jambes, une tête. Et en fait, tous ceux qui s'occupent de la gestion, la gestion du parc, le nettoyage et compagnie, eux ressemblent plus à des araignées. Ils ont un côté plus fonctionnel pour monter sur les murs, pour aller sous un bâtiment, ou ne serait-ce que pour avoir des outils sur eux. Et du coup, je voulais pas forcément que ce soit réaliste, mais au moins qu'il y ait une sorte de cohérence. Enfin, ça aurait pas d'intérêt de faire un robot homme de ménage avec deux bras, deux jambes. Là, il fallait un robot avec six bras qui puisse qui puisse continuer de marcher, porter des charges lourdes, avoir une balayette ou que sais-je. Et dans le design, quand tu fais ces designs, tu demandes des retours à des personnes par rapport, par exemple, à ta compagne ou à ton éditeur qui appuie ou pas un petit peu ce que tu dessines, ou c'est vraiment quelque chose sur lequel tu étais complètement libre? Oui, non, j'étais complètement libre comme je l'avais dit, j'avais accumulé pas mal de designs, mais entre-temps, j'en ai encore fait plein et j'ai vraiment des carnets de robots complètement différents les uns les autres qui me permettent en fonction de la situation, pouvoir les choisir, pouvoir piquer un robot à gauche, un robot à droite et pouvoir avoir vraiment une assez belle diversité de morphologie, aussi en termes de colométrie, avoir plein de robots de tout genre, quoi. Donc on parle de design, mais il faut aussi parler de personnalité. Comment on donne une personnalité à un robot? C'est compliqué quand même, non? Ouais, au début, je voulais vraiment leur donner une personnalité en fonction de leur fonction dans la narration, et en fait, je me suis aperçu que c'était un peu surfait. Alors du coup, j'ai vraiment choisi un peu au pif des personnages que j'aimais bien dans d'autres formes de narration, et puis je me suis dit, le mien, il sera un peu plus comme ça, et du coup, j'ai réussi à créer 3-4 personnalités en plus du petit garçon qui vont protéger, et essayer de créer des figures importantes, et qu'on puisse se dire que c'est pas deux fois le même robot, quoi. Parce que si j'avais 4 robots mutiques et qui font tous la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Du coup, j'ai essayé de faire le plus petit robot, un peu plus joyeux, un peu plus joyeux. Un des robots, un robot marchand qui s'appelle Combini, un peu plus curieux, il arrête pas de ramasser plein de trucs à droite à gauche. Et le robot principal qui lui est le samouraï solitaire, assez introverti. Qui est un peu qui est le Yojimbot. Qui est le Yojimbot, ouais. Qui donne son titre là-dessus, ce qui permet un peu de shift aussi sur tout le côté, tout le rapport au Japon féodal qu'il y a là-dedans. Le fait déjà que ça se passe dans un parc d'attractions qui mime le Japon féodal, c'était une envie aussi particulière. T'as un attrait pour ce pays-là en particulier? Pour le Japon, oui. Comme j'ai dit, j'ai lu beaucoup de mangas, et beaucoup de mangas qui se passent au Japon, pas juste que ce soit fait par des Japonais. J'y suis moi-même allé une fois. D'accord, t'y allais. Ouais. Et j'ai vraiment un amour sincère pour le Japon et pour la culture qui nous est arrivée jusqu'à nous, et puis pour y être allé, pour tout ce qu'on voit pas, tout ce qu'on connaît pas en tant qu'occidentaux. Et vraiment, c'est un amour sincère que j'avais absolument envie de mettre dans mon premier album, et pouvoir utiliser tous ces codes sans que ce soit de l'appropriation culturelle. Ça a été un peu dur, mais j'espère y être arrivé. T'as dessiné, tu prenais, quand tu y allais, tu prenais des photos, ou alors tu dessinais directement ce que tu voyais, parce que voilà, on est quand même dans des environnements où il y a des pagodes, il y a vraiment cet aspect très ancien, tu vois, on n'est pas dans le Japon moderne, en plein Tokyo, en plein centre de Tokyo. Il y a quelque chose de plus ancien, de plus on va dire traditionnel, si tu me permets le truc, parce que tu es dans ce parc d'attractions, mais aussi parce que tu es dans ce contexte un peu post-apocalyptique où l'humanité, grosso modo, a déserté la plupart des endroits habités. Et donc, tu as ce mélange à la fois d'architecture et de végétation. T'es allé où pour ça? En fait, on s'était pas mal baladé au Japon. On s'arrêtait à des stations un peu aléatoirement, et on découvrait des sanctuaires, un peu pas forcément à l'abandon, mais où on laisse la végétation faire son œuvre. C'était propre, c'était nettoyé, mais il y avait quand même beaucoup de mousse sur les lanternes en pierre. Il y avait pas mal de passages où on était obligé de se faufiler entre les hautes herbes. Et en fait, j'ai pas eu besoin de beaucoup extrapoler mon propos avec cette végétation qui vient tout recouvrir.
quand on se balade un peu au Japon, on trouve tout ça en fait, comme dans les Ghibli, comme dans la plupart de ces animés où en fait c'est comme ça au Japon, c'est vraiment pas enjolivé ou quoi, il y a vraiment ça. Ouais. Donc c'est même pas imaginé alors. Non. C'est Non, anticipé, mais c'est pas imaginé. J'ai exagéré le trait où il y en a vraiment sur tous les bâtiments, que ça casse les vitres comme si c'était abandonné. Mais il y a un peu de cette magie-là vraiment là-bas, où la nature reprend ses droits tout doucement et en même temps on la laisse faire. Et alors justement, tu as ce contexte-là, post-apocalyptique, il fallait absolument que tu le mettes en place, parce que ça justifie un petit peu l'histoire qui va se passer, mais c'était une façon pour toi de pouvoir faire coïncider cette ambiance un petit peu de Japon, on va dire, classique ou Japon féodal, avec ses samouraïs, et en même temps de pouvoir placer tes robots. Ouais, je voulais un endroit qu'on puisse se dire c'est normal qu'on l'ait abandonné, d'où le parc d'attractions. C'est pas un lieu primordial non plus à investir. C'est pas un lieu essentiel. Oui, c'est pas. Non, Ça, c'est de la blague. Pas comme les librairies. Maintenant, elles le sont devenues. Au premier podcast, j'aurais pu dire ça, mais maintenant, les librairies sont devenues essentielles. Du coup, ça marche plus. Mais ouais, non, j'ai un peu cherché. En fait, le lieu, le parc d'attractions m'a permis de créer cette espèce de fonction de un lieu où je pouvais me permettre de mettre du Japon féodal, des robots, des distributeurs, pas mal d'éléments qui puissent permettre à l'enfant de survivre, de trouver de quoi s'alimenter. Donc il y a vraiment un côté hyper fonctionnel et puis en même temps c'est vraiment quelque chose d'assez jouissif à créer comme dans les Jurassic Park, les Westworld et tout. C'est vraiment hyper propice à créer de la narration, à créer du mystère aussi, puisque ça crée une sorte de train fantôme. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière tel ou tel buisson parce qu'on ne sait pas ce qu'ont créé les gens du parc. Donc en fait c'est pratico-pratique les parcs d'attractions, je trouve, pour ce genre de narration. C'est bien d'y avoir réfléchi, et t'as quand même un voyage en fait qui se passe dans cet album avec donc cette figure du jeune garçon. Alors c'est dans le début de l'album, donc c'est pas un spoil non plus, mais qui va perdre son papa et qui va être pris en charge par le Yojimbot et ensuite par d'autres robots. Le fait d'avoir un gamin, c'était obligatoire pour toi parce qu'il fallait quand même une figure à laquelle nous, en tant qu'êtres humains aussi, on puisse se rattacher. Oui, je voulais déjà à la base, moi je voulais un enfant en plus bas âge. Parce que là, on va dire qu'il a quoi? Il a 10 ans? Ouais, il a eu 11, 12 ans, un truc comme ça. Et à la base, je voulais vraiment un bébé pour qu'on comprenne que vraiment le danger qu'avait cet enfant. Et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pratique d'utiliser un bébé dans une narration. Et du coup, je l'ai un peu fait. T'aimes pas dessiner les bébés? Il serait en fait, ce serait un peu dommage parce qu'il serait tout le temps dans les bras d'un robot qui pourrait pas se battre. Alors ça ferait une belle scène à un moment, mais pendant toute la narration, ce serait juste un handicap. Ne serait-ce que pour le nourrir correctement. Je voulais que mes robots aient pas forcément beaucoup d'empathie non plus pour l'enfant. Ils le laissent se trouver à manger. Ils l'aident pas particulièrement. Ils le gardent juste en sécurité physiquement, mais ils vont pas lui tenir la main tout le temps. Ils vont pas le porter ou des choses comme ça. C'est vraiment l'enfant qui suit les robots. Et du coup, ça permet de créer plus de personnalité et à l'enfant et au robot. Et du coup, c'était vraiment important d'avoir un enfant, puisque du coup, ça me permettait d'avoir un personnage qui découvre aussi l'histoire au travers des yeux d'enfant, qui puisse s'attarder sur des éléments, qui puisse poser certaines questions au robot. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu le narrateur et l'intervieweur de ce monde qui se demande ce qui s'est passé, qui puisse questionner les robots sur est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas, alors qu'un adulte serait un peu plus mutique et serait peut-être plus autoritaire avec les robots. Et je voulais quelqu'un qui puisse et qui doit faire confiance à ces robots. Ouais. Et t'as dû, je sais pas, un peu parler avec des gamins de 10-11 ans pour te rappeler un petit peu comment ça fonctionne? Bah, moi, avant de faire de la BD, j'étais aussi surveillant dans des collèges et dans des lycées. Et du coup, je suis resté longtemps auprès d'enfants. Et j'ai pu vraiment découvrir, après ma propre enfance aussi, que ce que font les enfants, ce qu'ils gardent de leur petite enfance et ce vers quoi ils vont, puisqu'après, j'étais en lycée. Et ça m'a permis, moi aussi, de me retrouver en tant qu'enfant et de me rappeler ce que c'était, de me rappeler les peurs qu'on a quand on est enfant, la peur de l'abandon, la peur de se retrouver tout seul. Et c'est un peu ce que, du coup, je fais subir à mon personnage.
Ouais, ça parce que ça m'a bien servi. Ouais. parce que tu le fais souffrir. Tu le fais quand même beaucoup souffrir, même. Ouais, mais c'est hyper cathartique. C'est ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé. Ou c'est les peurs que j'avais à ce moment-là. Donc, Bon, si j'en parle pas de ton enfance, Ah là là. il faut, Oh là là. Il va me falloir plus d'alcool alors. il faut qu'on l'aborde. Non, mais alors, t'as aussi un méchant. T'as un méchant dans ce bouquin, parce que donc grosso modo on comprend que si Hiro perd son père au début, c'est parce qu'ils sont au courant de quelque chose. Donc c'est un peu ta mystery box dans ce premier tome. D'ailleurs, combien de tomes prévus pour Yojimbot? Moi j'en ai prévu 4. 4. 4 pour le premier arc ou l'arc principal, on peut dire. Ah, Il y a un webtoon en plus de ça. ouais. Et, Ça, on va y revenir après, ouais. ouais. Et puis si la BD marche bien et si j'ai toujours le cœur à l'ouvrage, pourquoi pas poursuivre l'aventure. Avec un deuxième arc alors qui ferait Peut-être un deuxième arc. 8 tomes. D'accord. Qui ferait tout autant de tomes. Mais donc, ce méchant, comment on le design? Comment on pense à un méchant? Qu'est-ce qui fait un bon méchant pour toi? Pour moi, un bon méchant, c'est quelqu'un de méchant, déjà. C'est quelqu'un de suffisamment méchant pour qu'on se dise pas qu'il peut qui peut changer de camp. Ouais. Moi, je voulais pas trop un méchant auprès duquel on s'attache et qu'on puisse se dire ce serait cool quand même en fait s'il était gentil. Je voulais vraiment que mon premier méchant que j'écris soit vraiment un méchant un peu caricatural, mais qui soit vraiment dégueu, que même l'enfant le prenne pas en pitié. Je voulais vraiment un antagoniste fort et méchant et qui soit un peu sans pitié. Et du coup, j'ai créé une sorte de psychopathe câblé à un ordinateur qui soit vraiment repoussant et Ouais, il a pas de cheveux. il a pas de cheveux. Pour moi, c'est repoussant, ça. Ouais, voilà, merci à tous nos amis qui ont pas de cheveux, c'est pas très sympa. Mais pas de blague à part, il me fait un peu penser au pingouin vraiment en fait quand je vois ça à sa tête, parce qu'il a l'air très recourbé dans sa machine. Il est chaud, enfin il a pas beaucoup de cheveux, il a un nez vraiment très pointu. C'est Cobblepot dans ton univers. Ouais. Alors, c'est pas forcément Cobblepot, mais c'est un peu tous les méchants de Batman, parce que j'adore Batman. Il y a un peu du Joker, il y a un peu du Pingouin, il y a un peu de Mr. Freeze. Si on fait attention, il porte vraiment une sorte de casque avec deux yeux ronds comme Mr. Freeze chez Bruce Timm. Il y a un peu de tout, et pour moi, c'est vraiment je veux pas dire c'est tous les méchants de Batman compilés, mais on va dire j'ai piqué un peu à droite, à gauche. Ça aurait été un peu bizarre que tu fasses effectivement ce personnage rond avec les yeux de Mr. Freeze, puis en fait il a la moitié du visage ravagé, puis il fait beaucoup des blagues et il pose des énigmes. C'est ça. Et en plus, ça aurait été un petit peu obvious, j'ai envie de dire, puisque justement tu as quand même un univers qui te permet aussi de faire énormément de clins d'œil. On voit la tête de Bender de Futurama, par exemple, dans une case. On voit des références aussi évidentes, de toute façon, parce qu'à un moment, il y a même on lit dans ta BD un numéro de Usagi Yojimbo, ce qui veut dire que quelque part, ça existe Enfin, c'est un crossover complètement assez incroyable que tu nous fais. Je crée un univers étendu. Après, c'est une référence, mais justement, comment tu doses un petit peu ce genre de... Est-ce que tu y penses consciemment, forcément? Est-ce que tu dis juste, là, j'en place une parce que ça reste ton bouquin et c'est toi qui te fais un kiff, et comment tu gères aussi cet équilibre par rapport au fait de pas en mettre trop non plus pour qu'on subisse pas un petit peu le syndrome Ready Player One, quoi. Ouais, justement, c'est contrairement à Ready Player One, mais tous mes clins d'œil sont pas fonctionnels dans la narration. C'est vraiment des choses qu'on voit soit en arrière-plan, soit c'est juste un objet que le personnage tient. Mais c'est en fait, faut pas qu'on se dise que ça sorte de la narration, faut pas que ça pète non plus le quatrième mur. Faut juste que ce soit des éléments un peu décoratifs. C'est une sorte de papier peint à l'univers, mais pas un fusil de Tchekhov non plus. On se dit pas, tiens, parce qu'il y a la moto d'Akira au début, elle va servir, ils vont monter dessus. Mais il n'y a pas la moto d'Akira dans ma BD. Mais sinon, ouais, c'est juste des petits éléments, des clins d'œil pour citer un peu ses références, pour ne pas qu'on se dise, tiens, il a fait ça en s'inspirant d'eux, mais il rend pas hommage, quoi. Mais pourtant, c'est un peu ce que tu fais quand même. Je rends hommage, mais du coup, je respecte mes références, quoi. Je vois pas trop la nuance que tu es en train de faire là. Je montre mes références, mais je les utilise pas. D'accord, ok, oui. Vraiment en termes de pure décoration. Voilà. Mais pourtant, t'en as quand même aussi que tu utilises dans ta narration, dans ton univers. Je veux dire, par rapport, si on parle maintenant des combats de sabre, on pense forcément à Kurosawa.
Ah oui, 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 non, de ouf, dans ma mise en scène. Ne Non, serait-ce que le premier, parce que t'as un album qui s'ouvre par une scène de combat, en grosso modo, qui est un peu la routine un petit peu de deux de tes robots samouraïs qui sont encore dans le parc, où pendant voilà, les 15 premières planches, t'es là juste pour dire, bon les gars, je sais, alors je parle à ta place, tu me dis si c'est vrai ou pas, mais voilà, moi j'ai dosé mon Kurosawa, clairement, je sais mettre en scène des combats de sabre, et je vais vous le montrer. Est-ce que c'est ça un peu, Ah oui, c'est oui, un peu la note d'intention de l'ouverture? c'est exactement ça, oui, oui. J'utilise beaucoup de codes issus des films de samouraï, beaucoup de codes issus du manga. Oui, je réutilise vraiment toutes ces références-là. Non, mais je parlais plus les objets qui sont des références, je les utilise en arrière-plan. Mais par contre, tout ce qui est code d'un genre, ça, je les utilise en frontal. De toute façon, des samouraïs sous la pluie, c'est un peu obligé, quoi. Du coup, Là, on n'a pas 36 000 non non, plus. je me suis pas gêné, quoi. Effectivement, mais justement, c'est comment, c'est à force de regarder des films, c'est aussi comment on les dessine, parce que c'est pas évident non plus à mettre en scène, parce qu'il faut aussi savoir doser, enfin, c'est à la fois doser le rythme de la façon dont tu découpes également l'action et comment tu la mets un petit peu en scène, parce que tu as des instants, on va dire, qui sont presque un peu suspendus, où tu t'arrêtes sur la case parce que t'arrives quelque part avec ton dessin à vraiment dire, bah là, en fait, il y a une sorte de pause temporelle, et parfois, bah, t'enchaînes un petit peu plus parce que voilà, c'est les sables qui s'entrechoquent, c'est les déplacements des personnages. Comment on réussit un petit peu à gérer ce rythme avec les cadrages, avec la narration en tant que dessinateur? Comment tu le gères, ça? Bah, on crée des temporalités avec des cases pas forcément hyper utiles, mais on les fait plus grandes que les autres. Alors du coup, on sait qu'on marque un temps, on crée beaucoup d'enchaînements avec des petites cases pour montrer que ça devient un peu nerveux. C'est tout un tas de petites choses que du coup on trouve enfin, C'est toi qui l'as trouvé, ouais, ou c'est des choses non, que non, t'apprends forcément en c'est des école choses aussi? qu'on apprend et Mhm. qu'on lit beaucoup. De toute façon, moi, je suis lecteur de comics et de manga. Alors du coup, ce genre de découpage hyper efficace, hyper narratif, j'en ai mangé, quoi. Et du coup, ça Mais me fait... pourtant, tu sais que c'est pas très digeste. Ah, mais oui. Je crois que j'avais fait cette blague la dernière fois aussi, mais Ah merde, je m'en putain, excuse. tu te répètes. Oui, non, mais c'est un don que j'ai, c'est de réussir à restituer les choses. Donc ouais, c'est des choses que tu apprends et que tu arrives à restituer après. Ouais, ouais, ça fait partie d'une sorte de vocabulaire graphique avec lequel on a beaucoup de facilité quand on a vraiment lu que des mangas et que des comics, quoi. Ouais. Et par rapport au cadrage aussi, alors tu sais ce qui est le plus efficace pour restituer quelque chose, alors c'est... Bah moi, mes cadrages, ils sont un peu plus cinématographiques, vraiment. C'est des plans, comme tu l'as dit, à la Kurosawa, à la Lone Wolf and Cub, des choses comme ça, où c'est hyper dynamique. Et après, en fait, ça va aussi avec le fait que ce soit que ce soit des personnages en kimono. Il y a des choses qu'on peut mieux faire avec un cadrage cinématographique que si c'était un plan de plein pied ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, de plein pied, c'est quand il est statique parce que c'est joli, une silhouette en kimono, mais dans les scènes d'action, c'est moins efficace. Alors, du coup, on les montre plus en plan américain avec juste les drapés qui bougent d'un côté. Et l'importance des onomatopées dans tout ça. C'est comme le début de ma BD est assez muette, ça permet un peu de casser, de créer du son, créer une sorte de mélodie dans tout ça. Et c'était un peu indispensable de créer ce bruit. Du coup, ma scène qui s'ouvre sous la pluie, je ne voulais pas juste montrer de la pluie, je voulais qu'on entende le bruit de la pluie comme ces cadrages, encore une fois, à Kurosawa, où on voit vraiment des gouttes d'eau tomber sur du bois et faire un gros bruit, quoi. Ouais. Non, il y a vraiment quelque chose d'impressionnant. Il y a même une scène même hein, que je trouve assez particulière où tu as une tête qui est coupée, grosso modo, donc on dira pas de qui, mais où tu as vraiment cette impression de ce que je disais un petit peu avant, de flottement, de comme un petit peu de marquer le temps quelque part. Ouais, bah c'est assez intéressant de voir que si aussi c'est des choses que tu réfléchis consciemment en fait, quand tu dessines ou si ça vient plus un petit peu à l'instinct. Ouais, non, mais c'est de l'instinct, mais c'est issu de beaucoup de lectures et beaucoup de travail. Mais comme tu le disais, la scène dont tu parles, là, c'était hyper important de pas mettre d'onomatopée pour que ce soit vraiment, comme tu as dit, c'est une sorte de photo dans une scène. C'est vraiment un moment où ça s'arrête, il n'y a pas de son, il y a juste du rouge et on sait que c'est grave. Et ensuite, quand la tête retombe au sol, là, il y a du bruit, ça fait ploum, paf. Esglung. Il est très fort pour mettre ses onomatopées en mouvement. Écoute, j'ai envie de dire, à quand l'adaptation en livre audio de Yojimbot? Justement, on parlait de cette scène avec la mise en couleur. Donc toi, tu gères les couleurs sur la couverture.
Sur la couverture, j'ai géré les couleurs et c'est un peu on va dire la note d'attention de la BD. Et ensuite, j'ai une coloriste sur tout l'album qui s'appelle Noiri, une coloriste espagnole qui fait de la jeunesse d'habitude et qui est hyper douée, hyper talentueuse et qui ose faire des belles couleurs franches, des beaux aplats, mettre aussi un peu plus de petits effets, des effets comme des trames en arrière-plan pour un peu rappeler le manga, qui fait aussi des couleurs très comics. Enfin, un peu tout ce que j'aime. Elle a réussi à le remettre dans la BD et je suis très content. C'est toi qui l'as contacté ou c'est ton éditeur? C'est moi qui l'ai choisi. Vraiment, j'ai eu le droit de faire une sorte de shortlist à mon éditeur de coloristes que j'aimais. Et elle en faisait partie. Et du coup, après c'est eux qui l'ont contacté. Ils ont parlé petits sous ou gros sous, je sais pas. Ils ont parlé millions, ils ont parlé valise, Oui, voilà. valise de billets. Et justement, ça se passe un peu comment? Parce qu'on avait juste abordé au tout début un petit peu le fait que tu étais allé présenter donc ton dossier. Et du coup, que c'est Dargo qui l'a accepté. Ensuite, comment ça se passe en fait, les premiers contacts, les discussions, puis le travail, comment tu avances dessus? Bah, ensuite, c'est vraiment travailler de concert un peu avec son éditeur pour parler du bouquin. En fait, il faut assez vite définir un peu sur quoi on part. Si on part sur de la couleur, sur la pagination, du coup, une fois que ces conversations sont faites et qu'on a à peu près le nombre de pages, on part sur la forme du découpage et à quel point ce sera compliqué de vendre aussi l'album parce que on est sur un album qui a un format roman graphique, un peu plus petit qu'un roman graphique, qui est pas non plus adapté au franco-belge. Et du coup, ça aussi, ça a été des grandes conversations. Mais sinon, mon éditeur m'a pas mal laissé faire sur la narration. Il a été juste là pour valider ou non certaines choses, mais il y a pas eu de réécriture à faire. Il y a juste réorienter certains dialogues ou des choses comme ça. Mais j'ai pas eu beaucoup de retours négatifs de mon éditeur. Bon, tu pourrais le dire, sinon c'est pas Mais grave. je le dirai volontiers. Quand il le fera, je c'est. viendrai réenregistrer un podcast Mais rien que pour ça. Mais quand tu parles un peu de réorientation de dialogue, c'est par exemple. Oh, c'est des tournures de phrases, de ci, de là, où à un moment, on comprend pas très bien là où je vais aller, ce que je voulais dire. Des fois, c'est évident pour moi parce que je passe ma vie dans cet album-là. Ouais. Donc, moi, je sais de quoi je parle. C'est mais, un peu la personne qui t'aide à prendre du recul aussi sur ton travail. Oui, c'est ça. Comme il voit un peu ce que je fais on va dire toutes les 30-35 pages, ça, lui il découvre en fait à chaque fois ce que je fais, alors que moi j'ai passé des heures et des heures sur ces pages, donc je vois plus très bien je vois des petits défauts, une feuille qui est au mauvais endroit, alors que lui va me dire que bah, le pied est pas au bon endroit, ou des choses comme ça, et moi j'ai plus assez de recul à un moment, et du coup l'éditeur sert aussi à ça. Mais c'est pas quelque chose que tu faisais aussi, ne serait-ce qu'avec ton entourage? Je pense du coup à ta compagne qui fait de la BD aussi. Si, tu l'as dit avant. Donc, c'est hyper important de le montrer à beaucoup de personnes, mais après on peut pas. Il faut multiplier un peu les points de vue aussi, et ma chérie fait de la BD aussi en tant que dessinatrice et autrice, et il y a des choses que nous on voit. Ça, vous pouvez échanger alors forcément sur la façon de représenter. On échange beaucoup sur notre travail. Mais un éditeur a encore un œil un peu différent. Lui, il est vraiment lecteur, il dessine pas, il voit pas les mêmes choses que nous. Et c'est l'avantage d'un bon éditeur, c'est qu'il sait trouver la bonne place, il sait parler, il sait prendre des décisions et nous les expliquer. Et T'étais impressionné lors de ta première réunion, vu que t'es quand même c'est ta première BD, c'était donc. Oui, mais après j'ai un éditeur hyper sympa, hyper chaleureux, il est pas autoritaire du tout. Non, mais je te parle vraiment de ton ressenti en tant que toi. C'était un peu comment c'est un peu quoi ton état d'esprit. Alors là aussi, ne serait-ce que par rapport à combien de personnes, à combien d'éditeurs différents t'ont envoyé le projet, combien t'ont essuyé des refus ou non, ou combien t'ont dit oui mais, ou combien t'ont directement dit oui. Est-ce que tu as dû choisir et à partir de ce moment-là, après, quel est ton état d'esprit? C'est-à-dire que on sait quand même qu'il y a une situation qui n'est pas forcément évidente pour les auteurs et les autrices de bande dessinée en France. Donc c'est aussi quel état d'esprit on est. On se dit bon, je suis content, il y a un éditeur qui a accepté, puis là en l'occurrence c'est Dargo, donc c'est une grosse maison d'édition, de dire bon, je suis content, ou bon, mais il faut quand même que je fasse gaffe à pas me faire bouffer. C'est comment est-ce qu'on appréhende ce genre de première fois? Alors, en fait, la première réponse positive qu'on m'avait donnée, c'était un autre gros éditeur, mais je m'étais pas senti très bien accueilli. Alors, je me suis
je me suis pas senti princesse à ce moment-là. J'étais vraiment, je sentais que j'allais devoir travailler pour cet éditeur Et pas ça, avec. non, et pas avec du tout. Un bon éditeur, ça doit être un peu Alfred et Bruce Wayne en même temps. Il doit prendre des décisions et en même temps t'écouter correctement et être à ton service et de temps en temps prendre les rênes. Parce qu'Alfred, il vient de faire ton lit et t'apporte des sandwichs quand même. Hein, donc, oui, ben voilà, un bon éditeur, il fait ça aussi. Oui. Il est gentil et de temps en temps, il dit bah non, là c'est niette, quoi. Et du coup, je me suis senti pas très bien accueilli par cet éditeur-là. Et après, ensuite, je suis allé j'ai rencontré les gens de chez Dargo qui étaient beaucoup plus encadrants dans le bon sens du terme et plus chaleureux et puis qui écoutaient mes propositions et ça m'a fait du bien aussi qu'on écoute vraiment mes propositions et qu'on prenne le temps de m'expliquer pourquoi celle-ci elle marche pas, pourquoi ça on peut pas se le permettre et ça a été vraiment le luxe chez Dargo, c'est qu'il me permettait tout ça, il me permettait de choisir ma couverture, les couleurs que je voulais mettre. Et après, ils insistaient sur des éléments qui soient très éditorial, là, on met pas du rose à cet endroit-là sur une couve, ça, il faut l'écrire de telle façon. Par exemple, le titre, moi, je voulais qu'il soit rose aussi, et du coup, ils m'ont dit, bah non, on peut pas le lire, en fait, s'il est rose. Ouais. Et moi, j'insistais un peu bêtement, et en fait, non, ils avaient raison. Il fallait que le titre soit blanc pour qu'il soit bien lisible, et comme ça crée un meilleur contraste avec l'arrière-plan, mais ils me l'ont bien expliqué, quoi. T'avais des deadlines à respecter aussi alors? Non, parce qu'avec Covid et compagnie, Vous avez laissé tomber le principe des deadlines. Ouais. Et puis après, c'est un premier album, personne me connaît, je suis personne, donc personne m'attendait au tournant, donc en fait... Ça, tu sais pas. Peut-être qu'on t'attendait au tournant. On était tous là à ton coin de rue. Mais oui, c'est ça. Il y a un gars qui attend tout le monde au tournant, si ça se trouve. Non, mais non, mais moi, comme on dit, on m'a mis au frigo à un moment, parce que c'est pas très sympa quand même. Ouais, déjà que c'est un peu étroit, en plus c'est assez froid là-dedans. Ouais. Je te préviens, je suis très premier degré parfois. C'était un gros frigo américain, si ça peut te rassurer. D'accord, vraiment, okay. J'avais de la place et des bières, donc c'est bon. C'est pour ça que t'as survécu. Mais oui. Non, mais voilà, ça a été un peu le luxe de cette BD. C'est comme c'est un tome 1 en plus d'un obode, on pouvait la retarder jusqu'à janvier. Ouais. Parce qu'à la base, on avait prévu ça pour fin août. 2020, du coup. 2020, pour que ça sorte début septembre, pour être dans la rentrée littéraire, tout ça. Ouais, ok. Et en fait, non, parce qu'en plus, il y avait des gros noms. Oui, il y a eu plein de décalages. Donc, voilà. Quelque part, c'était mieux aussi pour toi de décaler pour pas te mettre dans une mêlée avec je ne sais pas quel autre gros nom de trucs ultra attendus, en tout cas de gens vraiment. Ah bah, j'aurais été en phase de Bablé, du coup. Ouais, voilà. Il fallait mieux que j'attende un petit peu, je pense. T'avais peut-être pas envie de te mettre en compétition, effectivement. Non, avec j'ai pas les épaules encore. Eh bien, si tu veux, on peut organiser un octogone, un match de MMA entre toi et Mathieu. Écoute, dites-nous, ceux qui nous écoutaient, est-ce que vous voulez donc que Sylvain tente de balancer Mathieu par-dessus la 3e corde? Faites-nous le savoir. Non, mais blague à part, donc c'était mieux pour toi effectivement d'arriver en janvier. Mais il y a quelque chose que tu disais un petit peu avant sur le format un petit peu de l'album qui est justement c'est pas un album de franco-belge, plus vers le graphic novel, mais en termes effectivement de taille, ça se rapproche aussi du comics. Ouais, c'est comment est-ce qu'on décidait alors dans quel format sortir le bouquin et surtout pour se dire ensuite vers quel rayon ça doit aller. Parce que Yojimbot a, si tu veux, un avantage, on va dire, c'est qu'il est vraiment transfrontalier un petit peu dans ces genres, dans ces registres. Et en même temps, quand t'es un petit peu partout, t'es nulle part aussi. Et ça, c'est un réel danger. Comment est-ce que vous l'avez abordé, ça ? On a eu beaucoup de discussions sur la fab, sur est-ce qu'on partait sur du souple, est-ce qu'on partait sur du dur, ce que mon éditeur voulait. Ce que je te coupe juste, mais même sur effectivement le fait que ce soit un petit peu de la BD jeunesse quelque part aussi, ça il s'est rapporté. Effectivement, le souple, on le voit souvent en jeunesse. Ouais, ça a été aussi une discussion sur ce qu'on mettait en couverture. Est-ce que je mettais l'enfant en couverture, mais ça aurait peut-être fait un peu trop jeunesse s'il y avait un enfant sur la couve. Est-ce qu'on partait sur du souple qui allait plus attirer le public manga? Ça a été plein de discussions comme ça. Est-ce qu'on partait sur un album franco-belge agrandi? On en a parlé. Moi, je voulais vraiment que ce soit à la croisée de tout ça. Et en fait, il y a ce format-là qui est un peu ressorti du lot. Au niveau de la pagination, ça faisait un bel objet entre les mains, pas trop grand, pas trop intimidant non plus à tenir. Et du coup, moi, je voulais aussi qu'on puisse un peu réduire le prix, que ce soit
que ce soit pas un truc à 23 euros hyper cher. Là, on a réussi à descendre en dessous des 17 balles, ce qui permet aussi de pas se priver d'un certain public. Et du coup, ça a été vraiment pas mal de discussions, pas mal de remises en question aussi. Vous faites des tests alors? Vous faites des impressions de tests pour voir, ne serait-ce que tes planches. Alors tes planches par exemple, là, la taille du bouquin par rapport aux planches sur lesquelles tu travailles, c'est la même taille, c'est quoi? Non, ça a que été... tu travailles en numérique aussi sinon. Non, je travaille sur papier. Ouais. Et là, elles sont pas mal réduites. Moi, je travaille sur A3 d'habitude. Ok, ouais. Du coup, elles ont été pas mal réduites, mais ça a un peu écrasé certains traits, mais sinon, le gros du détail est toujours là. Mais ouais, ça a été... c'est un tout petit peu plus petit que ce que j'avais prévu, mais à un moment, j'étais parti aussi sur un format un peu à la Last Man. Ouais. Ma toute première note d'intention, c'était faire un bouquin à l'échelle d'un Last Man. Une sorte de manga un peu agrandi. Et au fur et à mesure, c'est devenu du franco-belge, c'est devenu un truc en couleur, c'est devenu du cartonné. Donc plus rien à voir. Ouais. Ça a complètement shifté. Mais en fait, c'est des choses auxquelles on se permet pas forcément d'y penser aussi. Pour moi, un album cartonné, c'était pour les autres, quoi. C'est pas forcément un truc hyper accessible non plus. Et là, je suis hyper content en fait du bouquin, moi. Par contre, après, une fois on t'a annoncé du cartonné, tu te vois pas faire du souple. Non. T'as l'impression que c'est un petit recul de qualité, quoi. C'est ça. Enfin, moi, c'est ce que je voyais de ma petite lorgnette, quoi. D'accord. Ça fait quel effet de voir après ton bouquin quand tu l'as reçu la première fois? Ah, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Parce que t'as bossé combien de temps? 2 ans dessus? 3 ans? Ouais, j'ai bossé 2 ans plein à vraiment réfléchir l'histoire, à réfléchir les planches, faire des refs, écrire les personnages. Mais ouais, c'est hyper impressionnant, c'est hyper... J'ai un petit syndrome de l'imposteur aussi de temps en temps où on se dit mais non, personne l'a lu en fait ma BD, je suis sûr. Ils m'ont juste laissé faire ça parce qu'il fallait occuper une étagère à un endroit, mais en fait non, c'est ouf. À ce moment-là, il y a pas mal de choses qui se passent dans ta tête. Et ça va maintenant là, parce que ça fait disons que maintenant ça fait un bon mois que c'est sorti en librairie. T'as fait des tournées. Enfin, Ouais, des tournées. T'as fait Paris-Bercy, t'as fait le Zénith de Lyon. c'est ça. On t'a vu à l'Accor Hotel Arena. Non, mais t'as pu faire quand même, malgré le contexte un peu particulier, enchaîner un petit peu des séances de dédicaces, tout ça. Donc t'as pu aussi rentrer, aller à la rencontre de ton public, donc de ton premier public, j'ai envie de dire. Comment ça s'est passé alors? Bah, moi, je suis toujours ému, franchement, quand je vois ma BD en vitrine ou ne serait-ce qu'en rayon. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Je suis toujours pas descendu de mon petit nuage. En plus, le public, le public est là. Il y a des gens qui ont lu la BD, qui l'ont aimé, qui en parlent. J'ai eu des fois des jeunes qui en parlaient dans la queue, se dire qu'est-ce qui va se passer après, à me poser des questions hyper pertinentes, à me citer les références que j'avais fait, si j'avais lu ça, si j'avais aimé ça, si j'avais d'autres lectures à leur proposer en plus. Mais ouais, je suis hyper content. En plus, après mes dédicaces, j'ai pu voir que j'ai atteint le public que je voulais. Des gens qui ont à peu près mon âge, à peu près ma culture cinématographique, les mêmes références que moi. Et T'as fait une BD pour des gens comme toi. bah, en fait, j'ai vraiment fait la BD que j'aurais voulu lire. Et comme ils disent dans Tomorrowland, j'ai attendu longtemps que quelqu'un le fasse. Et puis à un moment, j'ai dû le faire moi-même parce que personne ne l'avait écrite. Donc j'ai fait vraiment la BD que je voulais lire quand j'étais petit, que je voudrais lire maintenant, avec une imagerie qui m'est propre et que j'aurais aimé voir tous ces éléments-là dans la même histoire, quoi. Et comment t'appréhendes si t'as eu des retours qui sont pas aussi positifs? Comment on appréhende la critique aussi? Ou même les critiques C'est dur, ça fait toujours mal. Une critique négative vaut 30 critiques positives, du coup, ça fait toujours hyper mal, mais on les met soit dans un coin de sa tête, soit on s'énerve. Mais disons que. Mais non, mais au-delà même de t'énerver, le truc, c'est que ça peut être aussi quelque chose qui peut
par exemple, là, j'imagine que tu es déjà en train de dessiner le second tome. Que c'est quelque chose qui peut te donner des idées pour faire des changements, par exemple, pour certains éléments qu'on t'aura critiqué ou pas. C'est pas forcément quelque chose sur lequel tu dois juste évacuer, pas y prêter attention ou alors t'énerver. Oui, oui. Par exemple, si je dis juste ta BD c'est de la merde, c'est recevable, tu vois, c'est quand même quelque chose d'entendable. Ouais, c'est pertinent, c'est pertinent. Vas-y, continue. Non, mais blague à part, tu vois, c'est ce que je veux dire. Par exemple, soyons concrets sur le scénario, sur l'histoire, t'en dis pas assez. T'en dis pas assez sur ton univers, c'est quelque chose que même moi j'avais noté quand j'avais fait le papier, c'est-à-dire que voilà, donc on a Hiro, on a les robots, on a un contexte général, par contre on en sait encore très très peu sur le pourquoi de Hiro est poursuivi, pourquoi son père a été tué, et alors bon, heureusement qu'il y a de l'action, que c'est prenant et tout ça, mais tu dis quand même, mince, il manque un peu d'univers derrière tout ça, un peu de justificatif, tu vois. Ouais, mais alors, soit je me justifie et je t'explique pourquoi j'ai fait ça, mais oui. Alors, t'as pas besoin de te justifier, enfin, Non, c'est pas une accusation non plus, hein, tu vois, mais. J'ai entendu. Non, mais c'est un retour qu'on m'a pas mal fait, mais je me rattrape sur le tome 2 par rapport à ça. Après, c'était le fait aussi que j'ai qu'un enfant qui parle, et il est le seul, en fait, à développer l'histoire, et je voulais pas que ce soit surfait, d'avoir des éléments, des éléments sur l'univers qui arrivent juste pour les connaître. Je voulais que ce soit le petit qui découvre tout ça, et dans le premier tome, j'avais pas le luxe, en fait, de le faire découvrir ça sans que ce soit, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais du coup, c'est pour ça que là, sur le tome 2, j'ai vraiment rajouté des personnages qui permettent d'avoir plus d'échanges, et comme pour pouvoir faire avancer un peu plus l'histoire, quoi. C'est-à-dire que là, tu voulais pas, par exemple, je sais pas, que Hiro tombe sur un bouquin qui soit le guide du monde dans lequel tu vis et où il apprenne un peu de cette façon. C'est un peu, ouais, c'est l'over exposition, enfin la surexposition, ou, le genre de choses où tu vas voir effectivement, je sais pas, un PNJ qui d'un coup explique. Surtout que ça tient pas là, puisque Hiro vit dans ce monde, donc il le capte un petit peu. Après, il est pas forcément là à l'extérieur, mais lui sait. Et c'est vrai que ce serait bizarre de faire dire un dialogue qui semble pas naturel pour juste expliquer la situation au lecteur. Ouais, voilà, c'est toujours ce truc-là où, tu vois, j'avais pas envie de lui faire allumer une télé, il voit un reportage sur la fin du monde, c'est un truc bateau comme ça, et je voyais pas ça arriver comme ça. Après, c'est vrai que c'est vrai que l'utilisation des médias permet de faire apprendre des choses à ton univers. Ou tu aurais pu aussi simplement, et c'est des choses qui sont aussi parfois dans certaines BD, tu vois, de mettre entre chaque chapitre un peu ou de mettre à des instants particuliers des fausses brochures de journal, de journaux, des faux extraits de, je sais pas, de mémoires ou de journaux pour un peu donner voilà, plus de contexte. Mais ça, tu voulais pas faire non plus alors. Non, je voulais pas faire non plus, je voulais vraiment que le petit découvre, découvre son univers, découvre le pourquoi du comment, que ce soit à son rythme, à lui. Pour ça, le premier, je voulais juste que ça une fuite en avant au travers d'un univers qui est intéressant. Et ensuite, au moment où lui peut s'arrêter aussi et peut converser avec d'autres gens, là, l'univers se développe, quoi. Donc, t'avais pas peur que des gens ne soient pas conquis parce qu'ils n'arrivent pas à percer en fait les choses que tu sais déjà mais que tu n'as pas la place de dire non plus. Oui, je faisais un peu confiance au lecteur de pas trop en demander non plus, et de se contenter de ce qu'on voit, et de chercher des petits détails. Il y a des petits détails de ci, de là sur ce qu'il en est, quel autre personnage on va croiser, ce qui a pu se passer, la façon dont les personnages évoquent le monde dans lequel ils vivent. Il y a des petits indices, mais je voulais pas que ce soit surfait, et que ce soit que je me force moi aussi à trop en dire. Il y a des trucs que je veux garder un peu sous la pédale, et pouvoir raconter ça plus tard, quoi. À l'heure actuelle, tu as déjà toute l'histoire qui est dans ta tête. Sur les 4 tomes, tu sais déjà tout ce qui va se passer. Je sais où ça va. Il y a des petits éléments qui peuvent être amenés à changer, mais le gros de l'histoire, est là, quoi. D'accord. Et il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que tu développes cet univers en plus du bouquin. C'est-à-dire que tu fais un webtoon qui s'appelle Yojimbot Stories. Et là, c'est une autre façon de travailler complètement. Puisque c'est de la BD qui se lit donc sur écran de smartphone, enfin qui est faite vraiment pour se lire sur écran de smartphone, où tu as un format vertical de narration, puisqu'il fait. Enfin, il s'ajuste en fonction du scrolling de ton écran, comment tu travailles là-dessus, et à quel moment aussi ça s'est venu se greffer au projet. Bah ça par contre je le fais au numérique, du coup je suis un peu obligé, et en fait c'est Dargo qui m'a proposé de faire ça, et j'ai accepté, et c'est vraiment hyper agréable. C'est un peu contre-intuitif parce que du coup on est obligé de changer pas mal de façon de travailler, tu vois. Moi j'ai que des références cinématographiques, du coup des
des cadres en 16 neuvième, des panoramiques, des choses comme ça. Et c'est tout un tas de tout un vocabulaire que je peux plus me permettre sur le webtoon parce qu'on est obligé de faire des grandes cases verticales. Et du coup, j'ai dû changer, réapprendre pas mal de choses. Mais c'est un exercice de style et c'est hyper intéressant de s'y mettre, de développer. Et au bout d'un moment, on voit pas mal de choses qu'on peut faire, qu'on peut se permettre, des scènes d'action à la verticale. Mhm. C'est marrant, mais du coup, on peut le faire, on peut s'amuser avec pas mal de petites choses comme ça. C'est quelque chose que tu vois, tu le constates un petit peu, le développement du webtoon actuellement depuis, je dirais, un an au moins facile, en tout cas en France, où ça s'ancre de plus en plus. Ouais, il y a pas mal de choses qui arrivent. Moi, je regardais pas mal de BD numériques au moment de Daily Toon. Justement, Mhm. Last Man avait commencé comme ça. Et, mais du coup, cette espèce de nouveau format qui est vraiment expressé, c'est pas transposé de la BD à ce format-là, c'est vraiment de la BD faite pour ça, faite pour se regarder verticalement. Et c'est vraiment hyper étonnant. Et voir que ça marche, c'est ouf quand on voit des choses qui sont adaptées sur Netflix, Mhm. issues du webtoon. Tu fais, ah ouais, quand même. Je sais pas si tu penses à Sweet Home par exemple ou pas. Ouais, oui, oui, c'est exactement Sweet Home. Et me dire que c'est des grandes histoires, c'est pas des histoires anecdotiques où on suit juste une histoire de cœur, c'est vraiment une histoire avec des morts, avec des choses trash et des enjeux, des gros enjeux. Et souvent, on a tendance à penser qu'un webtoon, ça doit être vraiment quelque chose d'anecdotique, c'est un petit plus, c'est de la lecture de transport. Et en Ouais, parce fait, que c'est numérique et que ouais, que c'est ça, qu'un ouais, chapitre te prend 3 minutes à lire alors. c'est ça, mais du coup, en fait, non, c'est des auteurs qui s'investissent, qui racontent des vraies choses, Bah toi, qu'est-ce que tu racontes là-dedans? Qu'est-ce que tu racontes et pourquoi vous le faites? Alors, bon, c'est une proposition et c'est un autre format de ça, mais quelque part, tu aurais très bien pu peut-être intercaler donc ces chapitres-là juste en termes d'interlude, par exemple, ou de backup à la fin de ton volume. Ouais, bah, comme tu l'avais dit là sur. J'en dis pas assez sur l'univers, en fait, j'en dis plus dans le webtoon, je développe un peu plus les personnages, je développe un peu plus, un, un peu plus des sortes de mécanismes avec par exemple, marché aux robots, des choses comme ça, ce qu'on y voit, quels robots interagissent entre eux. Et, euh, et du coup, je raconte. C'est une sorte de préquel à cet univers-là Mhm. où je développe des personnages qui croisent des personnages de la BD et je permets un peu, un peu comme dans Lost où on se rend compte qu'en fait ils se sont déjà rencontrés avant, que certaines histoires s'entrecroisent et des choses comme ça. Ah, moi, j'ai arrêté Lost à la saison 4, donc Quoi? j'ai peut-être pas tous les référents là-dessus, surtout que ça faisait très longtemps. C'est plus facile de dessiner sur papier ou en numérique? C'est différent. On fait des plus belles images au numérique, mais c'est plus agréable sur papier. C'est une réponse concise, mais t'as dû réapprendre à dessiner un petit peu quand t'es passé sur le numérique. Ouais, Parce que t'as quand même, justement, t'as ce ressenti. Ce que tu dessines apparaît pas forcément pareil. Et pourtant, je t'ai vu déjà t'exercer au numérique aussi. Et bah, maintenant, bon, j'imagine que t'as l'expérience, quoi. Mais au début, c'est peut-être pas aussi évident. non, c'est pas, mais toujours maintenant, c'est pas évident le numérique. En fait, comme ça va vite, je suis devenu très impatient au numérique. Je veux vraiment faire des pages rapidement. Et en fait, non, faut prendre autant de temps que sur du papier. Faut pas avoir peur de réessayer. Et en fait, le numérique, je me suis rendu compte qu'on perd beaucoup de temps pour rien. Souvent, on trace un trait 10 fois de suite parce qu'il est pas parfait, alors que sur papier, je l'aurais fait d'un coup et je me serais dit, bah, il est fait, quoi. Donc en fait, il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui est complètement différent sur le numérique et je dois encore apprendre. C'est pas parfait du tout ce que je fais au numérique, mais j'apprends de mes erreurs, je tente des choses aussi, on peut se permettre beaucoup plus de choses et voir le résultat tout de suite au numérique, pas passer par la numérisation, le machin, la colorisation, on fait tout d'un coup et ça permet aussi d'être satisfait très rapidement de ce qu'on fait, quoi, et de voir le travail avancer. Puis quelque part, peut-être que ça te change un petit peu aussi entre voilà, des planches papier pour le tome 2, de pouvoir aussi bah, dessiner ces chapitres supplémentaires. Mais ça te fait quand même aussi une charge de travail C'est une charge de travail plus importante. Hein. supplémentaire, mais ça permet aussi quand tu vois, je dessine souvent à côté et des fois des cadrages où je me fais tiens, ça rentre pas dans la BD, mais ça rentre parfaitement dans le webtoon. Il suffit de changer les personnages et de l'inclure au bon endroit. Et inversement, des fois, il y a des cadrages que je fais sur le webtoon, mais je le trouve, on va dire, très bien aussi pour la BD. Alors, du coup, je vois s'il n'y a pas moyen de le réutiliser d'une autre façon et à meilleur escient. Et du coup, c'est
c'est un bon exercice de ping-pong de temps en temps à choper un truc de la BD, le mettre dans le webtoon ou inversement. Mais à terme, il n'y a pas une envie de pouvoir imprimer quand même ce que tu as fait dans le Stories? J'avoue que c'est frustrant parce que il y a vraiment plein de cases dont je suis hyper fier et j'aurais Bah ouais, trop non, aimé les mais voir oui. sur papier. On vous invite, hein, si vous n'avez pas, en plus, si vous avez l'album déjà, bah, il y a un QR code à la toute fin qui vous renvoie directement donc, sur le webtoon. Et sinon, bah, c'est Yojimbot Stories. Vous faites la recherche sur Internet et vous tomberez rapidement dessus. Mais oui, il y a quand même des bonnes scènes d'action, enfin des bons personnages supplémentaires, des autres designs de robots, justement. Puis tu disais que tu en avais plein dans tes carnets. Bah, c'est aussi là que tu peux les exploiter. Mais voilà, à terme, bah, on aimerait bien voir aussi un petit peu ça sur papier, non? Ouais, mais je verrais pas comment le transposer parce que à part faire une sorte de grand rouleau de papier toilette imprimé Bah, faut que tu qu'on regardes parce puisse que dérouler. t'as Delcourt qui sort K-Books qui arrive là ce printemps et qui est justement la version imprimée des webtoons qui viennent de lancer là avec leur nouvelle plateforme. T'as Kiyun aussi qui vient de sortir Bâtard qui est vraiment leur premier webtoon au format imprimé. Donc bah, tu peux jeter un œil je pense sur ces bouquins et Eh ben, je regarderai. ça donnera, je ne dis ça, ce ne sont que des suppositions, enfin des propositions de ce qui peut être fait. Après, j'imagine que ça dépendra aussi ben, de si ton éditeur est OK pour faire ça. Ouais, bah c'est à voir. Moi, je serais pas contre du tout, hein. Je suis très, très fier de ce que j'ai fait sur le webtoon, très fier de là où ça va en plus. J'aime ce que je raconte. Hmm. Ça fait très nombriliste. Ouais. J'aime ce que je dis, j'aime ce que je raconte. J'aime ce que je fais. Je m'aime. J'adore cette BD, elle est excellente, achetez-la. Elle est disponible en librairie. Non, mais oui, c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas voir ça sur papier glacé. C'est une vraie satisfaction, ne serait-ce que imprimer une carte de vœux, dessiner soi-même. Il y a un côté, ça devient un objet plus que juste une image numérique. Et ça crée toujours un petit sentiment d'accomplissement. Ouais. Bon, j'allais dire qu'au pire, on va sur Vistaprint et puis on se fait des cartes postales Jimbot comme ça. Et on les apporte pour se les faire signer en dédicace. Sylvain, ton style, on l'a quand même déjà évoqué. On a parlé de frontières entre BD franco-belge, de manga et de comics. Tu as dit que tu as lu beaucoup de comics. Tu dis que tu es inspiré par. Non, t'as dit que tu as lu beaucoup de mangas. Tu es aussi inspiré par les comics que tu lis également. On parlait de Bruce Wayne et d'Alfred. Hein, tu te vois comme un Bruce Wayne un petit peu par rapport à ta relation avec ton éditeur. Mais blague à part, tu as quand même ce croisement, voilà, ce croisement des frontières. C'est quelque chose, tu sens un petit peu appartenir, si tu veux, à une sorte de génération d'auteurs qui vraiment voilà, a réussi à digérer un peu toutes les influences et à faire quelque chose qui, bah, quelque part, a sa propre personnalité. Ouais, parce que j'ai l'impression que les auteurs et les dessinateurs qui ont un peu la trentaine ont grandi un peu à part égale avec des comics, des mangas, du franco-belge, des dessins animés de qualité, des animés de qualité, enfin, qui ont grandi avec Batman Animated Series, mais qui ont aussi vu des mangas adaptés, qui ont aussi vu des très bons films. Du coup, on a un peu bien tombé et du coup, on a un peu la chance de pouvoir retranscrire tout ça et pouvoir tout redigérer correctement et pouvoir proposer des œuvres un peu à l'image des trentenaires actuels. Et ça, c'est un peu une chance en C'est ce vrai qu'en te moment. voyant arriver, on se dit tout de suite, toi, t'es à la croisée du comics et du manga. Merde. C'est la coupe de cheveux un peu samouraï et en C'est même temps, il y ça. a quelque chose d'occidental aussi. Mais décidément, trop de blagues, parce que j'allais dire redire encore, blague à part, enfin, vous avez un projet, j'imagine, de l'exporter à l'international. Parce que Bah, quelque part, du coup, ça peut très bien marcher sur un public américain ou un public japonais, asiatique. Ouais, en tout cas, il sera bientôt disponible sur Europe Comics. C'est pas un placement de produit, c'est juste on va profiter de cette plateforme pour le mettre à disposition à l'achat des lecteurs américains ou juste anglais. Et oui, on aimerait bien forcément le développer à l'international, si possible. T'as pas eu déjà des ricains qui ont spoté un peu des planches ou des couvertures et qui t'ont fait Hey you! Non, j'ai pas encore ce public-là. J'ai beaucoup de public sur Instagram qui vient des États-Unis, mais pas encore de lecteurs, du coup, comme la BD n'y est pas. Ouais, d'accord, il y a encore une barrière supplémentaire Ouais. à franchir. Puis tu as aussi un style, on parlait de cinématographie, mais qui laisse très bien à imaginer que ça ce serait un peu le support parfait pour faire de l'animation. Bah, Alors, j'ai cité, donc c'est quand le Yojimbot animé là j'ai cité Genndy Tartakovsky, Ouais, voilà. Samurai Jack. J'aimerais bien un truc dans ce genre-là, si jamais un jour ça se fait, mais c'est pas du tout dans les projets actuels. Mais c'est pas quelque chose que tu avais forcément en tête quand tu as conçu l'univers, quand tu as imaginé la BD, tu t'es pas dit
je vais faire le truc que clairement tous les gens vont vouloir le voir en mouvement après. Non, moi je suis un collectionneur d'images à la base. J'aime les images papier en 2D. Je suis pas, j'adore l'animation, tout ça, mais c'est pas du tout dans mes prétentions artistiques du tout. Moi, je voyais vraiment ça en BD ou en illustration tirée à part, mais pas en animé. Il y a des gens qui m'ont fait des modèles 3D de mes robots et je trouve ça hyper cool. Mais moi, c'est pas comme ça que je les voyais enfin, je les ai jamais vus en 3D. J'aime les images fixes avec des beaux posings, des choses comme ça, et ça me fait toujours bizarre de voir ça en 3D. Et du coup, non, j'ai pas envisagé du tout que ce soit animé. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur Yojimbot tome 2 ? Vu que c'est toi qui sais tout. Alors bien sûr, tu ne vas pas nous spoiler ton propre récit, parce que sinon, on va se dire, bon, on le sait déjà, donc on n'ira pas le lire. Mais qu'est-ce que tu peux un peu nous dire sur l'évolution du récit ? Il me semble me rappeler qu'il y aura une ellipse temporelle. Il y aura une belle ellipse, ouais, de quelques mois. On va un peu, nous, en tant que spectateurs, du coup, être celui qui en sait le moins. Hiro en saura plus. Il va cacher des choses au robot. Il va un peu plus se développer. Il va avoir plus de caractère, plus d'interlocuteurs aussi, ce qui va pas mal faire avancer l'histoire. On va un peu découvrir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de parties de ce parc ou de l'île sur laquelle il se trouve. Et on va aussi avoir toute une nouvelle galerie de robots tout aussi badass les uns que les autres. T'es un peu dans cette optique bigger, badder, stronger. Alors non. Voilà. Non, en fait, on a cité mes références Kurosawa. Moi, c'est les 7 samouraïs. Et en fait, je me fixe juste qu'à la fin de ma narration, il y ait 7 robots hyper badass en ligne qui défoncent d'autres robots badass en ligne. Ok, donc il y a au moins 4 autres robots à découvrir par la suite. Ah merde, c'est tout spoilé. C'est une information exclusive que vous avez glanée dans First Print. Non, c'est cool. J'ai envie de dire, si tu veux nous partager, ou si tu en as le droit surtout, parce que j'imagine que ça dépend aussi de ce que Dargo t'autorise à faire, mais à partager du work in progress pour faire un peu vivre le projet d'ici à ce qu'il arrive, parce que ton Yojimbot tome 2, du coup, c'est dans 2 ans alors qu'on peut espérer l'avoir, ou t'as déjà assez avancé dessus? Ce sera... c'est plus rapide maintenant que ouais, janvier de l'année prochaine, je pense. Tu fais combien de planches par jour là? Là, en ce moment, je suis à 2 planches par jour, mais comme j'ai les dédicaces, je m'arrête pas mal de temps. Dédicaces, les gens qui t'invitent en podcast, les gens qui te réinvitent pour refaire le même podcast parce qu'ils ont perdu le fichier. C'est des abonnements podcast maintenant. Vraiment, je vais passer ma vie ici, mais je peux installer mon bureau ici, ce sera plus simple. Ah bah, il y a de la place, tu vois, ça sera confortable. Mais non, j'avance beaucoup plus vite dans mon temps de production. Avant, il y avait aussi créer des personnages, savoir où j'allais. C'est vrai que t'as plus toute cette phase de préparative, d'installation de l'univers. Maintenant, tu sais où est-ce que t'es, où est-ce que tu vas. Donc, ouais, et j'ai aussi fait tous mes crayonnés à la tablette. Ça m'a permis de donner un bon coup de boost à la création et du coup avoir moins de retours en arrière sur les cadrages ou la mise en page. Alors, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que tu encres alors sur papier? J'encre sur papier, mais du coup, je fais mes crayonnés, mes dessins préparatoires au numérique. Du coup, ça me permet de mieux cadrer, d'avoir un dessin plus abouti. Et comme ça, quand j'arrive au moment de l'ancrage, c'est le gros du travail est fait, en fait. D'accord, ok. Très bien. Et donc, alors, on part sur quand pour le tome 2? Janvier de l'année prochaine. Janvier de l'année prochaine. Ok, très bien. Ben écoute, on en reparlera à ce moment-là, sûrement. Et je reviendrai 3 fois au moins. C'est ça, exactement. Il reviendra sur First Print. Sylvain, je te remercie d'avoir réaccepté cette invitation et du coup de pouvoir nous faire profiter de cet insight dans l'univers de Yojimbot avec cette émission Super Friends. Et c'était un plaisir pour moi de revenir et c'était encore une fois un honneur en fait de faire partie de ces podcasts et de votre univers partagé numérique. Yes, et on espère que l'émission vous a plu. N'oubliez pas que les formats Super Friends, c'est ceux qui nous tiennent le plus à cœur, puisque ça nous tient énormément à cœur de pouvoir parler des travaux de personnes dont on apprécie ces travaux, justement. Et donc, vous pouvez partager cette émission au plus grand nombre pour faire découvrir à la fois le travail de Sylvain Repos, donc Yojimbot, c'est disponible chez Dargo en librairie, puis vous pouvez faire aussi découvrir un podcast, et ça c'est quand même assez incroyable, avec un seul partage, de faire découvrir autant de choses. Que la vie est belle. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se retrouve très bientôt sur les ondes de First Print. Salut!
surprise, il y a une scène post-générique dans ce podcast. Voilà, c'est la petite surprise. Et Sylvain est très content de faire partie d'un post-générique. On n'en fait pas non plus tout le temps pour les Super Friends parce qu'il y avait effectivement une question qu'il fallait te reposer puisqu'il y a un stickers particulier sur cette BD. Hein. Il y a marqué partenariat avec Combini. Or, dans Yojimbo, il y a un robot qui s'appelle Combini. Alors forcément, on a envie de dire quel est le lien de causalité entre ces deux détails. Est-ce que Combini a payé pour avoir un robot qui s'appelle Combini dans l'histoire? Dis-nous un petit peu quand même, éclaire-nous sur cette chose. Alors, pas du tout, en fait. C'est peut-être le fruit du hasard ou peut-être que ça a été un lien de cause à effet, mais j'avais d'abord créé un personnage qui s'appelait Combini en rapport avec ces petites supérettes japonaises qu'on trouve à chaque coin de rue et ouvert 24 heures sur 24. Mais, et du coup, en fait, après, on m'a proposé de faire un partenariat avec Combini. Peut-être que c'est les commerciaux qui se sont dit, tiens, un personnage Combini, pourquoi pas. Mais non, c'est pas un calcul. C'est même pas toi, quand tu l'as créé, t'avais en tête les super-héros, t'avais pas en tête le média. Non, j'avais pas en tête le média. En plus, je crois qu'à ce moment-là, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de papier-crayon et... Ouais, parce que ça t'a permis notamment de passer dans ce format-là, quoi. Non, c'était pas prévu, c'était pas calculé, promis. Zut, nous on pensait qu'il y avait un énorme complot derrière. On surveille quand même qu'il n'y a pas un robot qui s'appelle Coca-Cola dans le 2e tome, hein, parce que voilà, on va surveiller ça alors. Merci. Mais je t'en prie.